et de développer la culture au sein du département. Voilà pour notre discours, voilà pour notre programme. Donc ça c'était pour le discours. Ensuite, si vous avez des promesses, bon, c'est pas très compliqué, hein. Merci. Si vous avez des promesses à faire, bon, tout dépend bien évidemment du domaine de compétences où vous êtes. Bon, alors dans le département, on va peut-être pas en faire trop, les budgets sont pas non plus illimités, donc vous pouvez prendre plus que 4 cartes. Et puis là, comment dirais-je, eh bien vous promettez un chèque culture de 500 € par foyer, tout ça pour bien sûr renforcer la citoyenneté. Vous promettez ensuite de l'investissement dans les collèges, éventuellement la construction d'un collège, on ne sait pas si ce serait possible, on doit trouver un espace pour le faire. Et puis bien sûr l'investissement économique dans le sport avec un chèque de 50 € par famille pour l'inscription dans toute activité sportive au cours de l'année. Voilà. Là, vous avez fait le discours et vous avez fait les promesses. À ce stade de la démonstration, je tiens juste à dire que je ne suis pas à l'origine de cette invention, de ce tutoriel. C'est un monsieur qui s'appelle Franck Lepage, que je ne connais pas très bien au demeurant, mais voilà pour le tutoriel si un jour vous vouliez vous investir en politique et faire un discours et des promesses. Au-delà de cette petite plaisanterie, non pas que tous les concepts qui ont été évoqués, nous les traitons par-dessus la jambe, simplement les mots sont des choses tout à fait creuses. En réalité, en politique, elles n'ont aucun sens tant qu'elles ne sont pas mises en pratique. Donc on peut dire n'importe quoi, on peut enchaîner des mots et puis ça fait des phrases, ça donne un petit peu d'animation pour des vidéos, mais dans le monde réel, on ne voit rien. Et je crois que c'est ce qui se passe depuis quelques années et depuis des décennies, c'est qu'il y a énormément de mots, mais aucun résultat, aucune traduction de ces mots dans le monde réel. Bien évidemment, notre candidature, on n'a pas été, comment dirais-je, élu auparavant, on n'a pas d'expérience dans le domaine du département, donc on n'a rien pour prouver notre bonne foi et nos actions, si ce n'est peut-être l'historique de notre candidature et la manière avec laquelle on s'est investi dans ce projet. Vous savez tous donc qu'il y a eu cette crise sanitaire majeure et il y a un collectif qui a émergé il y a quelques mois qui s'appelle Réinfo Covid. Et il faut avouer que Réinfo Covid, bien évidemment, n'est pas à l'origine de cette liste. Réinfo Covid n'est pas un parti politique, mais Réinfo Covid a été la structure, le collectif qui nous a fait nous rencontrer, mes colistiers et moi-même, qui peuvent venir. D'ailleurs, il y a Xavier et Alexandra qui sont là, et il y a Claire de Mathieu qui travaille aujourd'hui, donc elle va arriver un tout petit peu plus tard. Donc on s'est rencontrés, on ne se connaissait pas il y a quelques mois, et je crois que cette liste illustre ce qui se passe depuis quelques mois, c'est que parmi vous, il y a plein de gens que je connais, plein de gens que j'ai croisés sur Paris ou ailleurs, et on ne se connaissait pas il y a quelques mois, et on passe énormément de temps ensemble, on partage énormément de temps, et je crois que le Covid est un accélérateur de tout ça. Avec les collectifs Réinfo Covid, on avait créé des collectifs locaux. Le but, c'était de recréer du lien localement, puisque nous avions été isolés durant les différents confinements. Et c'était la priorité des collectifs, c'était de recréer du lien et sortir de la peur. On sortait de la peur en informant les gens et en même temps en se retrouvant nous entre nous pour échanger nos craintes, notre incompréhension de ce qui se passait éventuellement. Et donc c'est comme ça qu'on s'est connus avec Xavier, Alexandra et Claire. Et puis, à un moment donné, il y a eu un appel, parce qu'il faut dire que cette liste citoyenne, c'est pas la première fois qu'il y a des listes citoyennes. Et il y a eu quelques mois, même pas, un appel disant « il y a des élections, montez des listes ». Et donc on a créé cette liste, je dois vous le dire, je ne sais pas si c'est valeureux de le dire ou pas, mais une de nos prérogatives c'est la transparence, donc je serai transparent avec vous. Nous avons monté cette liste en 2 jours. J'ai appelé la préfecture, j'avais été mis en lien avec un groupe, et le groupe m'avait conseillé de prendre rendez-vous avec la préfecture même si la liste n'était pas constituée. Donc j'ai pris un rendez-vous sans liste, et j'avais rendez-vous le lendemain, et il a fallu trouver 3 autres personnes pour m'accompagner. Donc j'ai partagé au groupe Réinfo Covid du 91 et puis on s'est réunis comme ça. Donc on a monté cette liste très rapidement. Le lendemain, j'avais tous les dossiers qui étaient complets. Et puis le surlendemain, on avait rendez-vous avec une commission de propagande qui était chargée de nous faire valider nos documents, nos bulletins de vote, etc. À titre personnel, je me suis toujours un petit peu intéressé à la politique, mais je crois que les Français aiment bien la politique. Ils en parlent toujours au bistrot, à table, avec leurs amis, etc. Ils n'aiment pas voter, ils engueulent leurs représentants, mais ils aiment bien en parler. Et donc j'en ai toujours parlé, moi, de la politique, et souvent quand je parlais, au bout d'un moment dans la conversation, les gens disaient « bah t'as qu'à te présenter, comme ça sera plus simple ». Bon, maintenant je pourrais dire que je l'ai fait. Et ça a été intéressant de participer à cette
et de participer à cette campagne parce qu'on découvre les rouages politiques d'une élection départementale qui est très simple à faire. C'est-à-dire que ces deux candidats, on est un binôme de candidats puisqu'il faut une assemblée mixte, donc un homme et une femme, en l'occurrence Claire et moi-même, et puis un binôme de suppléants, également homme-femme, Xavier et Alexandra. Donc c'est beaucoup plus simple qu'une liste départementale ou même qu'une liste municipale où il faut beaucoup de monde, etc. Et bien malgré cette simplicité, on en découvre tous les jours. Donc par exemple, on s'était dit, il faut payer les bulletins de vote, etc. On s'était dit, ben, on va les payer et puis on va essayer étant donné qu'on doit créer un compte de campagne, de pouvoir se rembourser sur ça. Eh bien c'est interdit. Vous ne pouvez financer que sur compte propre vos bulletins, et alors ça vous l'apprenez au moment précis. Alors une élection départementale, ça coûte environ 3 000 €, ce qui reste accessible si on se cotise, etc. Une élection régionale, ça coûte 100 000 €. Je ne connais pas les tarifs donc pour une élection présidentielle ou législative, mais c'est des sommes conséquentes. Et dans mon parcours, j'avais été intéressé par le travail d'un monsieur qui s'appelle Étienne Chouard, que j'avais découvert en 2012, que peut-être certains d'entre vous connaissent. Étienne Chouard avait fait le procès de l'élection et le procès de la démocratie en disant que nous ne vivions pas dans une démocratie, que nous employions un terme qui n'était pas tout à fait exact pour définir notre système. Et il avait ce mot de dire que les élections sont faites par les riches pour les riches. Et ça n'est pas totalement faux. Ça n'est pas totalement faux parce que si vous voulez que la liste soit bien faite, c'est-à-dire si vous voulez avoir vos bulletins de vote dans le bureau de vote le jour où vous allez voter, si vous voulez avoir le bulletin de vote dans votre enveloppe que vous recevez à la maison avec la circulaire, eh bien tout ça, il faut les fournir dans un délai qui est de 3 jours. Donc vous avez rendez-vous avec une commission qui valide vos documents. Si vous regardez la fiche que nous avons faite, j'ai un pull orange et Claire a une écharpe orange sur la photo. Le pull était rouge et l'écharpe était rouge. Arrivé au niveau de la commission, on m'a dit que le bleu de la fiche, le blanc du texte et le rouge de mon pull faisaient bleu-blanc-rouge et pouvaient prêter à confusion avec le matériel administratif officiel. Donc on vous annonce ça le jeudi, et après vous devez le mercredi matin livrer au fin fond du 78 80 000 bulletins de vote et 43 000 circulaires. Il y a un week-end au milieu, donc il faut corriger le document, trouver l'imprimeur, si on n'a pas de quoi payer la livraison, il faut aller le livrer. Donc bien évidemment, tout ça n'est pas fait pour que les citoyens participent. À aucun moment, on vous fournit des documents, et au demeurant, les gens de la préfecture sont très courtois, etc. Mais le système, profondément, l'administration en elle-même est organisée de telle sorte que c'est compliqué de participer, même à quelque chose de simple. Tout à l'heure interviendront des gens d'une liste citoyenne qui s'appelle France Démocratie Directe. Ils n'ont même pas la possibilité pour l'instant d'avoir les bulletins de vote dans les mairies, parce qu'ils n'ont pas eu le temps de les imprimer à temps, et que si vous n'êtes pas dans les délais, le routeur, comme on appelle, qui est celui qui va dispatcher tous les bulletins de vote, n'aura pas le temps de le faire, et donc vous n'existez pas. Et donc on vous dit bienvenue, participez, vous êtes en démocratie, tout le monde peut participer, mais en réalité on se rend compte que c'est très compliqué. Voilà un petit peu pour l'historique de notre candidature. Je vais ressortir mes notes parce que je sais que j'ai quelque chose de choses à dire, et puis les autres personnes à présenter. J'ai perdu mon papier. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le son est bon? Alors là, nous sommes à Palaiseau, à côté du tribunal de proximité, place de la Victoire. Et c'est la liste France Démocratie. On s'est retrouvés pour beaucoup d'entre nous à cause du Covid. Mais le Covid n'est pas une fin en soi. Et le but, c'est de dépasser cette situation qui nous a, pour certains, traumatisés ou surprises dans les décisions, etc. Et donc, aussi des motivations de cette liste, c'est pas seulement de participer pour participer, mais simplement c'est par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure. Le seul moyen pour nous de reprendre notre démocratie, c'est de passer par ce qui est local. Et en réalité, de créer du lien local, c'est ça qui nous manque. C'est de ça dont on est coupé. Beaucoup de gens ne se connaissent pas, en fait, autour de chez eux, ne savent pas comment fonctionne leur localité. On est complètement dépossédé de ça. Et donc, aujourd'hui, il va y avoir quelques prises de parole, on va certainement reparler du Covid, etc. Mais on va essayer aussi de parler de ce qu'est la localité et quels sont nos moyens pour reprendre le pouvoir. On ne peut pas passer son temps à dire on est victime de quelque chose. Ce que je disais tout à l'heure, nous sommes responsables de ce qui se passe. Nous avons accepté tout un tas de choses qui fait que maintenant nous sommes totalement dépossédés. Et donc, il faut reprendre ce pouvoir-là. Et ça ne va pas se faire avec une élection départementale, ni aux prochaines élections présidentielles. Ça va se faire au fil du temps. C'est quelque chose qu'on doit réapprendre.
qu'on doit peut-être apprendre tout court parce qu'on ne sait même pas comment ça fonctionne, et ça s'inscrit dans un temps long. Et donc, tout à l'heure, je plaisantais en disant nous n'allons pas gagner cette élection, c'est possible, mais quel que soit le résultat de cette élection, on va continuer à faire ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on va continuer à entretenir une vie locale, des réseaux locaux, parce que ce sera le seul moyen pour nous de tenir face à ce qui se passe. Parce qu'au-delà du Covid, il se passe un vrai problème politique dans notre pays. Il y a une crise sanitaire, mais si vous allez à Paris, le parc automobile de la police a été démultiplié. Ils roulent tous avec des nouveaux 4x4, etc. Et par contre, si vous allez rencontrer le personnel hospitalier, juste avec le Ségur, ils ont eu une augmentation de salaire. Mais les conditions ne s'améliorent pas. Ici, localement, on en parlera un petit peu après du plateau de Saclay, mais il y a un plateau juste au-dessus qui s'appelle le plateau de Saclay qui est en mutation totale. Ce sont des terres agricoles qui sont en train d'être construites et on va y construire un hôpital. Pour construire cet hôpital, on va en supprimer d'autres. Il y a l'hôpital en jumeaux, à Orsay, etc. Et puis dans ce jeu de cartes, à la fin, il n'y aura plus qu'un hôpital, ce qui est très bien, on peut toujours se réjouir qu'il y ait un hôpital de plus. Il y aura entre 200 et 500 lits qui auront disparu. Et donc le problème, il est là. C'est qu'il y a un problème entre le discours, ce que j'évoquais tout à l'heure, les mots qui sont employés à la télévision et qui nous sont ressassés en boucle, en permanence, auxquels on se met à croire, et puis la réalité. Donc on nous parle de crise sanitaire, mais en réalité, localement, on n'a pas amélioré les conditions sanitaires, à part de demander aux gens de se laver les mains, etc. Mais les infrastructures ne sont pas en train d'être améliorées. Et donc c'est important parce que ça, on peut le reprendre localement. On peut se mobiliser localement. Au lieu de, pour certains dont je fais partie, qui se sont mobilisés sur des grosses manifestations parisiennes, notamment au moment des Gilets jaunes, où des gens se retrouvent à être bousculés, violentés, blessés, mutilés, etc. Et non pas que ça ne serve à rien, c'est très bien ça. Mais il faut avoir conscience de ce pouvoir local qu'on peut reprendre. Et je pense vraiment que c'est le cœur de notre souveraineté, parce que vous n'avez besoin de demander l'autorisation à personne. Là, on participe à une élection, on participe à un jeu électoral, mais vous n'avez pas besoin de demander l'autorisation à quelqu'un pour vous réunir par un groupe de 4, créer un collectif, demander un jardin partagé si vous êtes en zone urbaine, et puis grossir ce collectif, et puis le jour où vous êtes 20, 30, 40, votre voix change localement. Et il faut passer par ce biais-là, par ce chemin-là. Je pense que c'est le seul, aujourd'hui, qui nous permettra de sortir sereinement de la crise dans laquelle on est rentré. Parce que cette crise n'est pas terminée, c'est une crise économique qui arrive, il y a plein de choses, et il faut pouvoir affronter ça sereinement, et la localité nous permettra de le faire. Je ne vais pas parler plus longtemps, je vais donner la parole à Xavier, qui est notre colistier, qui va vous parler de sa présence, et puis on va aborder avec des invités qui sont là, qui sont la ferme Vandamme. Monsieur et Madame Vandamme ont une ferme, qui est ils se présenteront, et je vais peut-être faire des erreurs dans cette présentation, mais une ferme qui est donc à Villiers-le-Bac, sur le fameux plateau de Saclay, qui est en construction. C'est des terres agricoles très riches. Ils ont été à l'origine d'une des premières AMAP d'Île-de-France. Et donc ils vont vous parler de ça aussi, et de cette manière dont eux ont été confrontés aussi au pouvoir public, à la surdité du pouvoir, etc. Donc je passe la parole à Xavier. Merci. Bonjour à tous, donc je m'appelle Xavier Lecomte, voilà. Et donc je voudrais me présenter rapidement en disant que, voilà, c'est mieux comme ça, voilà. En disant que voilà, je suis retraité. Juste un mot sur mon job ancien, puisqu'il concerne le département. Moi j'ai fait du conseil en transport collectif, et donc je faisais des plans de transport pour les régions, les départements. Voilà. Donc j'ai travaillé pour un certain nombre de départements, de conseils généraux à l'époque, et donc celui d'Essonne, pour lequel j'ai fait une étude de rationalisation des transports scolaires, pour lequel j'ai fait une étude de création du réseau de transport armature, j'ai participé à la création de la société Albatrans. Voilà, j'ai fait un certain nombre d'études de régulation de transport sur le département. Alors je le dis juste parce que ça m'a donné l'occasion de voir comment, sur un sujet concret de responsabilité et de compétences départementales, les dossiers peuvent être instruits, examiné en commission, décidé, voilà, ça m'a donné un regard mi-extérieur, mi-intérieur du mode de fonctionnement d'un département. Et puis ça m'a donné aussi l'occasion de comprendre un peu ce qui allait se passer sur le plateau de Saclay, je vais en dire un tout petit mot. Mais c'est pas la raison pour laquelle je me suis engagé aujourd'hui, là, et pour laquelle je suis présent auprès de vous.
Donc la vraie raison, c'est qu'en fait, depuis que je suis retraité, j'avais un peu plus de temps et j'ai voulu m'intéresser à un certain nombre de projets de loi qui me paraissaient de plus en plus liberticides. Alors, voilà, j'avais quelques idées sur des projets de loi. Je suis allé voir notre député, qui est voilà, notre député à tous, pour discuter, pour essayer de comprendre, pour essayer de lui faire passer mes idées. Et puis j'ai très vite compris que mes démarches étaient dérangeantes et que finalement, de toute façon, le vote qui serait le sien correspondrait aux directives données par son parti. Elle est députée En Marche. C'est Valérie Hatché, voilà, qui est notre députée. Et donc j'ai fini par être dans les spams. Elle m'a mis dans les spams parce que je la dérangeais trop. Voilà. Et puis est arrivée la crise du Covid, où là, quand même, il y a des choses qui me paraissaient très, très, très curieuses dans la manière dont c'était géré. Par exemple, à aucun moment, on ne nous parlait des recommandations pour renforcer nos dépenses immunitaires. Et n'importe quel médecin ordinaire nous explique que c'est le b.a.-ba. Et puis, à aucun moment, on nous explique qu'il y a des traitements. Or, aujourd'hui, dans le monde, il y a quand même, il faut le savoir, 30 pays qui ont mis au cœur de leur politique sanitaire nationale la recommandation majeure de l'utilisation d'un traitement qui s'appelle ivermectine. Et ces pays sont sortis complètement de la crise épidémique. Et en France, l'ivermectine reste interdite. Voilà, donc ça pose quand même question. Voilà. Donc c'est des questions comme ça que je suis allé essayer de partager avec elle, et j'ai eu une fin de non-recevoir. Voilà. Bon, alors j'en étais qu'à moitié surpris, mais terriblement déçu. Et je pense qu'il y a vraiment des choses anormales qui se passent à ce niveau-là, et ça n'est qu'un exemple. Et ça m'a donné envie de reprendre les choses en main. Alors à ce stade-là, on peut avoir deux réactions. Soit on déchire sa carte de vote, soit on se dit, bon allez, on renverse la table, on essaye, et puis on y va. Voilà. Donc c'est pour ça que je suis là. Voilà. Alors je voulais ajouter un mot, parce que je ne vais pas être trop long, concernant le plateau de Saclay, l'urbanisation du plateau de Saclay. C'est un sujet sur lequel j'ai eu l'occasion de travailler il y a déjà 20 ans, voilà, au tout début que ça se posait. Et donc c'est un sujet qui concerne tout notre canton de manière importante. Voilà, Martin a rappelé tout à l'heure qu'il y avait un enjeu d'urbanisation fort sur le plateau de Saclay qui a été décidé par l'État, uniquement par l'État. Voilà. Et les habitants, les élus locaux, à différents moments, ont voulu faire entendre leur voix, et leur voix n'a jamais été entendue. Alors, quel est l'enjeu? Il s'agit de construire sur le plateau de Saclay un centre d'intelligence nationale où on y met toutes les grandes écoles et tous les centres de recherche des grandes entreprises, et on essaye d'établir des connivences entre elles. Bon, l'idée est belle, c'est bien, on cherche à recréer une Silicon Valley. Le premier débat qu'on aurait pu avoir, c'est est-ce que c'était intelligent de faire ça en région Île-de-France? Laquelle région Île-de-France concentre déjà la majeure partie de l'activité économique, intellectuelle, etc. du pays? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu en profiter pour déconcentrer? Voilà. Je n'ai pas de réponse à apporter, mais ça aurait mérité un débat que nous n'avons pas eu à aucun moment. Aujourd'hui, l'urbanisation est décidée, au moins dans la partie sud du plateau, et le transport est décidé. Alors, en soi, c'est une bonne chose que le transport soit décidé en même temps, parce que très souvent, on met la charrue avant les bœufs. Là, ça n'a pas été le cas pour une fois. Bon, très bien. Et donc, qu'est-ce qui est décidé aujourd'hui? Alors, je rappelle, vous le savez certainement, mais c'est une ligne de métro automatique qui part d'Orly, qui passe à Antony, qui passe à Massy, qui monte sur le plateau de Saclay, qui dessert toute la partie sud du plateau de Saclay, pour ensuite revenir par Saint-Aubin et le CEA, et ensuite continuer jusque sur la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines et terminer à Versailles. Il y a un premier tronçon qui est d'ores et déjà acté et qui doit être mis en service en 2027 et qui correspond à la partie Orly et donc desserte totale du sud du plateau. Et puis à partir de 2030, il doit y avoir un deuxième tronçon jusqu'à Versailles. Voilà. Le premier tronçon, les dés sont jetés, donc on ne va pas en parler plus. Mais sur le deuxième, les décisions ne sont pas encore prises, même si elles sont déjà très avancées, parce que les études sont déjà allées très loin. Mais il y a peut-être encore un espace de débat et de remise en question. Et c'est d'ailleurs sur ce sujet-là que les gens de la ferme des Vendames, là je vais faire un lien, qui eux sont complètement concernés, puisque ce sont leurs terres qu'on va utiliser. Et ce sont des terres qui sont très fertiles. Et en région Île-de-France, c'est un des rares endroits où on a des terres fertiles. Et on est en train de continuer à perdre notre autonomie alimentaire, ce qui est une vraie désolation. On va de plus en plus dépendre d'autres régions avec les organisations de transport que ça implique. Voilà.
Donc c'est ça l'enjeu. Hein. Et donc je pense qu'ils vont être mieux placés que moi pour en dire un mot. Ils sont là. Alors je vais les inviter à venir. Donc les représentants de la ferme de Vandamme, dont leurs terres sont menacées. Voilà, et je leur laisse la parole. Bonjour. Alors, mon nom de famille, c'est Vandamme, c'est pas de Vandamme. Voilà, mon épouse, Christiana Modica. Nous sommes installés à Villiers-le-Bac en agriculture. Pardon. Oui, j'ai pas envie. Nous sommes installés à Villiers-le-Bac. Nous avons repris la ferme derrière mon père en 97. Lui-même l'avait repris derrière son père en 74. Et cette année, ça fait 100 ans que la famille Vandamme cultive ces terres. Juste un petit historique bref. Quand on a repris la ferme, elle était cultivée en agriculture conventionnelle et en 2009, nous avons transformé la ferme en agriculture pour faire une agriculture biologique. Et aujourd'hui, nous transformons le blé en farine et nous vendons du pain. Nous livrons tous les jours l'Auvergnat Bio, par exemple, Vrac Nature, dans la même rue. Voilà. Et du coup, pourquoi on a fait ça? Parce que dans les années 2000, le tout début 2000, il y a eu un audit patrimonial qui a été lancé par les anciens agriculteurs qui voulaient savoir ce que pensait la société civile de l'agriculture sur le plateau de Saclay. Cet audit patrimonial, il a été fait auprès de citoyens comme vous et moi, auprès de chefs d'entreprise, auprès de dirigeants politiques, etc., etc. Et tous ont dit, on veut de l'agriculture, mais on veut de l'agriculture qui nous serve, nous. Et du coup, il y a eu une profonde mutation de toutes les fermes sur le plateau de Saclay pour arrêter de faire, enfin on n'a pas arrêté, mais changer un peu nos manières de faire, ne plus faire que des céréales qui sont chargées dans des camions et qui vont à Rouen, mais aussi faire de l'alimentation qui serve à nous, humains, tous les jours. Et c'est comme ça qu'on a transformé la ferme. Aujourd'hui, le fournil, l'activité principale, c'est devenu le fournil, clairement. Et on a environ, je sais pas, 1000 clients par semaine, plus tous les clients qu'on livre à travers les magasins bio autour de la ferme. Les AMAP, évidemment, etc., etc. Aujourd'hui, tout ça, tous ces efforts-là, cette réponse à la société qu'on a fait, parce que c'était vraiment des profondes mutations pour nous, est menacée parce que l'État, en 2010, a décidé d'une opération d'intérêt national sur le plateau de Saclay, et c'est très élargi, ça va jusqu'à Versailles, où, comme ça a été dit tout à l'heure, on allait concentrer les universités et les centres de recherche. Alors à l'époque d'Internet et de la fibre, c'est une vraie opportunité de faire ça. Aujourd'hui, on sait que les universités entre elles ne s'entendent pas, il n'y a pas eu d'entente entre les universités, bref. Les dégâts sont faits, puisqu'il suffit de monter juste au-dessus, de monter la côte, là, puis de voir la profonde mutation qui a eu lieu sur le plateau. Et comme ça a été dit, il reste aujourd'hui 2300 hectares de terres agricoles qui sont inscrites dans une zone de protection agricole, naturelle et forestière, donc en théorie qui sont intouchables, ça c'est la théorie. Mais à partir du moment où la ligne 18, le deuxième tronçon qui fera Saclay-Versailles, à partir du moment où ce deuxième tronçon sera fait, on sait aujourd'hui qu'il n'y a pas assez de gens pour le rentabiliser, et on sait quel est l'attrait de l'État pour urbaniser ces fameuses terres. Du coup, ils vont mettre dehors les agriculteurs, c'est ce qu'ils ont déjà fait. Sur la première partie, ils ont mis dehors les agriculteurs pour 5 € du mètre carré. Le mètre carré constructible sur le plateau de Saclay, c'est entre 150 € et 200 € du mètre carré. Je vous laisse calculer la plus-value. Moi, j'appelle ça de la spoliation de biens. Donc, pourquoi je vous parle de tout ça? Vous êtes à Palaiseau, puis après tout, vous dites, mais nous, là-haut, le plateau de Saclay, c'est pas nous. Sauf que le plateau de Saclay, les terres agricoles, ça, c'est à vous, dans le sens où, sans agriculture, vous n'avez pas d'alimentation. Je m'amuse à dire souvent que quand vous faites un dîner avec des amis, servez le plat principal, et puis amusez-vous à demander, à votre avis, ça vient d'où? Il n'y a pas un qui va vous répondre que ça vient d'un champ ou d'une ferme. Pas un, souvent. Ou alors des convertis.
c'est pas une critique, c'est juste qu'on est complètement déconnecté de notre alimentation. Et on est venu aujourd'hui, on a répondu à cette invitation, c'était juste pour vous dire, si la ligne 18 se fait, d'ici une cinquantaine d'années, il n'y aura plus d'agriculture là-haut. Donc la pression foncière sera terrible. Donc nos enfants, parce qu'on ne parle pas pour nous, nous on est à 6 ou 7 ans de la retraite, mais nos successeurs et les vôtres n'auront plus un espace de verdure là-haut, auront juste une succession de villes les unes derrière les autres, dans lesquelles on n'aura plus d'espace de verdure. Il faut se rappeler, nous on était au début des combats contre l'opération d'intérêt national, on a rencontré Michel Devigne qui est à l'origine de ce fameux de cette fameuse Silicon Valley à la française. Alors, la Silicon Valley, ça fait 200 km de long. Là-haut, ça fait 4 km. Et donc, moi, j'ai vu les premières projections photos qu'il nous a fait avec des parcs, des étangs, des machins. Vous allez là-haut, vous avez des immeubles, c'est bien au carré, avec, voilà, on a du béton sur du béton sur du béton. Et donc, le risque, c'est ça, c'est de ne plus avoir de terre de proximité. Or, je peux vous assurer que tous les agriculteurs là-haut font de profondes nations sur leur ferme pour justement servir une agriculture de proximité. Qu'on disparaisse, c'est pas bien grave, on est plus de 9 ou 10 agriculteurs, mais pour nos descendants, pour vous et pour vos descendants, ne plus avoir cette agriculture de proximité dans 20 ou 30 ans, c'est une catastrophe. Donc voilà, c'était juste un petit mot pour vous dire ce qui se passe là-haut, c'est pas innocent. Le maire de Palaiseau insiste énormément pour avoir sa gare là-haut. Alors à Palaiseau, il y a quand même déjà, de mémoire, 2 gares de RER. Et pour Monsieur Delastillerie, avoir une gare en haut, c'est super important. Et c'est à cause de décisions politiques comme ça que ce métro qui au départ devait faire Orly, Massy, Saclay, Versailles, enterré, c'est-à-dire en tunnelier, est devenu aérien parce que tous les maires ont demandé des gares. Alors oui, on peut dire c'est super, ça va transporter des gens, mais sauf que ce métro-là, vous l'avez bien compris, il va en aucun cas sur Paris. Et ce métro-là aurait pu largement être fait en lieu et place du RER-C, qui a la capacité, qui fait cette desserte-là, sauf qu'il a été abandonné. Bon, bref, on ne va pas rentrer dans le sujet. C'était juste, voilà, ce petit clin d'œil qu'on voulait vous faire aujourd'hui. Salut les amis, nous sommes à Palaiseau aujourd'hui. Je voulais aussi ajouter que mais pas à Paris. L'agriculture, ça veut dire aussi les oiseaux, les animaux. C'est tout un ensemble, c'est un écosystème qui est en train de disparaître. Et pour ça, on est tous concernés. Donc ce n'est pas que les terres fertiles du plateau, mais ce sont tous les êtres vivants qui nous permettent de continuer à respirer, à vivre. Voilà, merci. Voilà, aujourd'hui, on est plutôt sur une action locale, les amis. Salutations à tout le monde. Voilà, 2 listes. Bon, liste citoyenne sur le canton de Palaiseau. Il n'y a pas de souci. Merci vraiment au Vandame d'être venu. C'était important pour nous de parler de cette question locale ici. Juste un petit rappel, nous sommes encore sous les restrictions sanitaires, donc le port du masque est obligatoire dans un lieu public. Voilà, il faudrait juste pas qu'on soit verbalisé. Si vous souhaitez, il y a des gâteaux et des boissons. On ne peut pas porter de masque et boire en même temps. Donc voilà, mais en tout cas le port du masque est obligatoire en tant qu'organisateur, je me dois de vous le rappeler. Et je vais passer la parole à Alexandra, qui est aussi notre colistière, et qui va, comment dirais-je, vous parler aussi de sa candidature. Je vous laisse, et puis buvez parce qu'il fait chaud, et donc ne vous déshydratez pas parce que les températures ont changé, voilà. Merci à tous. Non. Voilà. Bonsoir. C'est bon comme ça? Bonsoir. Donc, moi je suis Alexandra Carrasco, suppléante de Claire de Mathieu. Et donc je vais vous raconter un petit peu pourquoi je me suis jointe à ce projet de liste électorale.
Alors, je suis, moi, d'origine chilienne. Vous connaissez peut-être ce slogan qu'on chante dans les manifestations. Dernièrement, je l'ai beaucoup entendu. El pueblo unido jamás será vencido. Vous connaissez? Donc, le peuple uni ne sera jamais vaincu. Donc, cette chanson, elle vient du Chili, et il se trouve que c'est mon père qui l'a coécrite. Donc, c'est une chanson qui m'a accompagnée une grande partie de ma vie, qui m'a formée, hein, je dirais presque. Et donc, vous aurez peut-être deviné que je suis arrivée en France en 1973 au moment du coup d'État donc de Pinochet, qui a pris le pouvoir. Après 3 ans de gouvernement d'unité populaire de Salvador Allende, qui a marqué, donc il faut savoir qu'il a été élu en 1970, en pleine guerre froide, à un moment donc où le bloc occidental et soviétique étaient les deux puissances qui dominaient le monde, et il y avait quelques pays non alignés, dont le Chili. Et donc Allende a représenté, pas seulement au Chili, mais pour le monde entier, certains d'entre vous s'en souviennent peut-être, c'était un espoir d'une troisième voie, d'une voie qui n'était ni le capitalisme sauvage, de plus en plus sauvage, oui, ni le monde soviétique où on fait 3 heures de queue pour acheter une baguette. Et donc, je suis arrivée en France, j'ai au début milité un petit peu dans les jeunesses communistes quand j'étais jeune, j'ai travaillé au Secours populaire, enfin. Et puis, Mitterrand a été élu, on a cru qu'il reprenait le flambeau d'Allende, de cet espoir, de ce projet qui était en fait le projet de reprendre la souveraineté du peuple, hein, face aux puissances économiques, face aux États-Unis à l'époque. Et en fait, très vite, on a été déçus. Et d'élection en élection, on s'est rendu compte que qu'on vote à gauche, à droite, de toute façon, c'était la même chose, et c'était de pire en pire, c'est-à-dire que le fossé se creusait de plus en plus entre les pauvres, les riches, de plus en plus de pauvres, de plus en plus de gens très riches. Et voilà, quoi. Donc, on allait voter comme ça, moi, comme tout le monde, hein, en râlant, mais on faisait rien finalement. Et puis est arrivée cette crise du Covid, et ça a été une claque pour moi, et je me suis réveillée en sursaut, d'une certaine manière. J'ai commencé à m'intéresser de plus près à tout ce qui se passait, à la manière dont on votait les lois, etc. Et j'ai commencé à me rendre compte qu'en fait, on n'était plus vraiment en démocratie. C'est-à-dire que quand le Parlement compte 577 députés, n'est-ce pas? Pendant cette crise-là du Covid, où il a fallu, où on n'a pas arrêté de voter des lois, des décrets, auxquels on ne comprenait pas grand-chose, mais enfin, elles étaient votées parfois en pleine nuit, en présence de 50 députés. Est-ce qu'on peut appeler encore ça de la démocratie? Est-ce qu'on peut dire que le peuple est représenté quand une loi est votée par 25 personnes? Voilà, donc, excusez-moi, hein, je débute en politique, donc je lis mes notes. Donc c'est ça qui m'a motivée à faire quelque chose. Je me suis dit, maintenant, ça suffit de se plaindre, il faut... et quand donc j'ai rencontré Martin à travers Réinfo Covid, et qu'il a dit qu'il cherchait quelqu'un, j'ai pris la décision la plus rapide de ma vie, je crois, c'est-à-dire en 1 minute, alors que je m'étais dit non, je ne ferai jamais de politicienne. J'ai dit bon, allez, oui, j'y vais. Voilà, je peux pas, il faut être conséquent. Et voilà, pour moi, le sens de cette liste, c'est ça, c'est commencer à reprendre le pouvoir d'une manière progressive, sûrement, parce qu'on va pas, d'abord, on n'a pas les moyens de le faire autrement.
Et pour moi, effectivement, comme disait Martin, commencer par le local, c'est ce qu'il y a de plus réaliste et de plus efficace, parce que on va effectivement inciter les gens à s'intéresser à leurs affaires, aux affaires de la cité. La politique, c'est ça. Le sens premier de la politique, c'est l'art d'administrer la police, la cité, la ville, la vie en commun. Et ça s'est complètement perdu. Et il s'agit maintenant, et à travers ces listes, c'est ce qu'on essaye d'engager, un mouvement de réengagement des citoyens pour la ville en communauté. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ben, c'est tout. Ça. Merci. C'est ça. Donc, el pueblo unido jamás será vencido. Alors, je vais donner la parole à Jean-Paul Bazin, qui est là. Jean-Paul Bazin fait partie justement des gens, on se connaissait, je pense pas, ou à peine de vue, parce que Jean-Paul Bazin est entrepreneur de spectacles et musicien, et une de mes activités, c'est celle d'organiser, de produire des spectacles en tournée. Donc on s'était croisés, je pense, notamment dans le cadre du Festival d'Avignon ou du SNES, le Syndicat National des Entrepreneurs du Spectacle, mais on ne se connaissait que très peu, et on s'est rencontrés cette année avec le Covid, puisque Jean-Paul Bazin a créé un collectif avec d'autres artistes qui s'appelle Amis Entends-tu, que certains d'entre vous connaissent. Avant de te donner la parole, Jean-Paul, je voudrais te lire un document. C'est pour ça que c'est amusant de participer à des élections, c'est qu'on apprend des choses. Alors vous savez tous qu'un pass sanitaire a été voté. Donc il y a un pass sanitaire qui est en place depuis le 9 juin, et quand vous avez des salles de plus, ou des lieux accueillant du public de plus de 1000 personnes, le pass sanitaire est en place. Parce que quand il y a trop de monde, le virus, semble-t-il, se propage. Mais, dans le cadre d'un rassemblement politique, le pass sanitaire ne s'applique plus. Donc, je vous informe d'un courrier que j'ai reçu de la part de la préfecture. Mesdames et messieurs les candidats, nous attirons votre attention sur le fait que les réunions électorales, rassemblant plus de 1000 personnes, ne seront finalement pas concernées par l'obligation de présenter un pass sanitaire à l'entrée en phase 3, à partir du 9 juin. De même, les éventuelles réunions électorales rassemblant plus de 5000 personnes en phase 4, à partir du 30 juin, ne seront pas soumises à cette obligation. Alors, non pas que je suis légaliste et que je veux absolument qu'on mette des passes sanitaires partout, j'avais pas prévu non plus qu'il y aurait 1000 personnes ici, mais ce que je veux dire, c'est que ça démontre bien ces règles sanitaires qui sont utilisées et qui sont à deux vitesses, et qui changent en permanence, et qui sont simplement là pour vous mettre une barrière quand l'autorité décide de mettre une barrière, et non plus du tout pour des raisons sanitaires. Je voulais profiter de la prise de parole de Jean-Paul, et puisqu'il travaille dans le monde du spectacle, pour vous partager cette anecdote. Je te laisse la parole. Salut tout le monde. Merci. C'est vrai, on assiste à des choses un petit peu étranges. Avant de présenter le collectif, je vais justement vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée pas plus tard que la semaine dernière à ce sujet. Donc j'ai un spectacle qui va être joué dans un festival qui a plus de 1000 personnes, c'est de la musique, un festival de jazz. Et je reçois un mail de l'organisateur qui me dit, voilà, toutes les équipes qui seront présentes sur le festival doivent être en possession du pass sanitaire. Ce à quoi je réponds que moi, en tant qu'employeur des artistes, je n'ai pas vocation à imposer quoi que ce soit, et même plus, c'est que en tant que, dans le cadre du Code du travail, si j'imposais à mes salariés de se plier à ce pass sanitaire, je suis passible de 45 000 € d'amende et d'un an de prison. Ce à quoi cet organisateur me répond, oui, mais moi je ne suis pas employeur de tes artistes, donc ils sont considérés sur le festival au même titre que les spectateurs, et donc s'ils n'ont pas de pass sanitaire, ils ne joueront pas. Voilà le monde kafkaïen dans lequel on vit, hein, c'est pas nouveau, les problèmes administratifs qui peuvent se poser dans ce pays, mais enfin là, on atteint des sommets, on nous dit que ce pass sanitaire n'est pas une obligation. Vous savez qu'une consultation sur 110 000 personnes avait eu lieu sur le passeport vaccinal. Donc sur 110 000 personnes, il y avait 77% des gens qui avaient été interrogés qui avaient refusé le passeport vaccinal obligatoire, il faut préciser. Et donc on nous a sorti le pass sanitaire derrière. Et là, on nous le rend obligatoire, pas par la loi,
mais en fait par une pression qui se fait, ça s'appelle du chantage au travail, hein, puisque si vous n'êtes pas en mesure de présenter ce pass sanitaire, même en tant qu'artiste ou salarié dans certains secteurs, vous ne pourrez pas travailler. Alors on ne vous le dira pas directement, mais on vous empêchera finalement d'être présent sur les lieux. Donc ça c'est un vrai problème de liberté, je pense, qui est fondamental, et qui nous a animés au niveau de ce collectif Amis Entendus, dont fait partie d'ailleurs Martin, et que je vous remercie de m'avoir fait venir pour me donner la parole, puisqu'on a eu des petits déboires ces derniers temps. Donc ce collectif a été constitué non pas par moi, hein, j'en suis un petit peu responsable maintenant, mais on a été 6 artistes au départ, enfin 6 membres du spectacle, directeur de théâtre, producteur, artiste, etc. Et puis ça a pris de l'ampleur, et maintenant on a plus de 300 adhérents qui représentent la totalité du corps social en France. C'est-à-dire qu'on a des gens qui sont agrégés d'université, d'autres qui sont magasiniers, d'autres qui sont thérapeutes. Enfin, c'est vraiment très 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 varié. La seule chose qui nous réunit, c'est cette peur de perdre nos libertés et toutes ces lois qu'on nous impose, toutes ces obligations qu'on nous impose, qui sont totalement liberticides, qui remettent en cause nos libertés fondamentales, notamment celle de la liberté d'expression. On l'a vu lors de notre rassemblement il y a 15 jours, où notre parole a été totalement dévoyée, interprétée, et on a été stigmatisé à tel point que maintenant certaines personnes pensent que je suis antisémite et d'extrême droite. Bon, c'est comme ça, les médias mainstream ont fait leur travail, ils l'ont bien fait, c'est pas grave, tous les gens qui me connaissent savent très bien quelles sont mes orientations politiques et de pensée, et donc ne prête pas beaucoup d'attention à ce genre de choses. Le collectif qui était prévu au départ pour défendre uniquement la réouverture des lieux de culture, hein, c'était comme ça au mois d'octobre, quand on a appris qu'on n'allait plus jouer à nouveau pendant plusieurs mois, petit à petit donc s'est élargi à ce travail de défense des libertés et d'essayer de monter quelque chose de citoyen. Pour ce qui est de Amis Entendus, on n'a aucune vocation électorale ou politique, même si on fait de la politique au sens noble du terme. On n'a pas présenté de liste ni au cantonal ni au régional. Peut-être qu'on en présentera plus tard, mais pour le moment on est en pleine réflexion là-dessus, puisque je pense qu'on ne peut retrouver un renouveau dans ce pays, un renouveau démocratique, enfin retrouver une vraie démocratie, on va dire, qu'en passant justement par des listes citoyennes comme celle que vient de présenter Martin. Pourquoi ? Parce que on voit bien que depuis de nombreuses années maintenant, le taux d'abstention à toutes les élections est de plus en plus important, et on voit bien donc que l'offre qui est faite par les partis traditionnels ne correspond plus aux aspirations de la grande majorité des citoyens, ou peut-être que le discours qui est donné ne correspond absolument plus à ce que veulent entendre ces gens-là. Et donc ils se détournent totalement, il y a un rejet total de la politique, des syndicats, de tout ce qui est institution, et c'est fort dommage, parce que dans ces cas-là, la colère monte, et on risque quand même d'avoir des problèmes de violence à nouveau dans ce pays, comme il y en a beaucoup eu tout au long de son histoire. Et je pense que, comme Martin le dit, le seul moyen de pouvoir changer les choses sur un long terme, bien entendu, c'est de reprendre en main au niveau local les rênes de la démocratie, de présenter des listes citoyennes qui soient fondées sur le fait de se mettre au service des gens qui votent pour nous, et non pas, une fois élus, d'être au service de gens qui ont permis qu'on soit élus, mais en finançant nos campagnes, par exemple. Donc voilà, donc ça c'est très très important. Je pense qu'il va falloir... Je sais qu'il y a pas mal de listes qui sont nées sur toute la région Île-de-France et même tout dans la France entière. Bien sûr, ça a démarré un peu tard, donc évidemment, pour cette première fois, les choses seront certainement pas décevantes, mais on va dire pas à la hauteur de ce qu'on pourrait espérer en termes de résultats électoraux. Mais je pense qu'il y a un processus qui est en marche. Je pense qu'il y a un processus qui est en marche et que ce processus est très important. Ah, pas en marche, d'accord, excuse-moi. Non mais il y a des mots qu'il faut éviter, je ne vais pas en redire un autre parce que... Alors maintenant, on ne peut plus parler, ça fait partie de la liberté d'expression, c'est que maintenant il y a des mots, il faut faire une liste quand on prend la parole en public, il y a des mots qu'on ne peut plus dire, hein, parce que dès que vous les prononcez, on ne s'occupe absolument pas du cadre dans lequel vous les avez prononcés, mais vous êtes tout de suite stigmatisé, et on vous met dans une case. Donc oui, alors pas en marche, si c'est en marche, c'est en cours, c'est en marche et dans le bon sens du terme. Voilà, donc je pense que les élections présidentielles approchent,
c'est encore trop tôt pour qu'il se passe quelque chose, mais il va y avoir un mouvement qui va se mettre en place et peut-être dans quelques années, dans 6 ans, dans 10 ans, je ne sais pas, mais je pense que le seul moyen de changer les choses dans ce pays, de retrouver une vraie démocratie, de remettre en avant le fait que nous sommes dans une république dont la première des devises est la liberté, de remettre ça, liberté, égalité, fraternité en avant, c'est justement de repasser par une reconquête de tous les postes électoraux et de faire de la démocratie locale avec un objectif beaucoup plus large qui va petit à petit aboutir sur un objectif national. Voilà, donc Martin, bravo pour ta démarche, parce que c'est super courageux, parce que ça demande un investissement colossal, du temps, de l'abnégation. Dès qu'on se met en avant, je l'ai vécu moi-même, dès qu'on se met en avant derrière un micro et qu'il y a une caméra qui tourne, on se met en danger. Donc il faut aussi le savoir, on prend des coups tout de suite parce qu'il y a des gens qui n'ont pas du tout intérêt à ce qu'on parle et qui ont les moyens de tenter de nous faire taire. Donc voilà, bravo Martin, c'est super courageux, il faut y aller, continuer. Je vous invite à tous à le soutenir et à en faire la promotion. Il reste une semaine. En une semaine, on peut faire des miracles. Merci. Merci Jean-Paul. Et merci à lui parce que si on a un matériel sonore de qualité, c'est aussi grâce à lui. Donc voilà, merci à lui. Juste une petite précision sur ce qu'on est en train de dire de local. Le but n'est pas de dire vous reprenez le pouvoir local et puis vous allez monter les marches au fur et à mesure. Et donc, en soutenant ma candidature personnelle au départemental, l'année prochaine, je serai aux législatives. Et puis, peut-être dans la foulée au présidentiel ou en phase pour un coup d'État. C'est pas du tout l'objet. L'objet de tout ça, c'est de vous dire que le pouvoir local est accessible à nous tous et que nous devons le prendre tous autant que nous sommes. Parce que c'est cette multitude qui va faire la force. Le principe du pouvoir, c'est que par essence, le pouvoir est pour tout individu. Il faut comprendre que les gens qui nous gouvernent ne sont pas... Alors, il y a des gens malsains, mais ils ne sont pas tous malsains. Le système en lui-même porte cette contradiction du pouvoir où s'il n'y a pas d'équilibre des pouvoirs, naturellement, on en abuse. Eux, moi, vous, c'est la nature humaine. Et pour avancer normalement en société, et je pense aussi dans la vie, il faut accepter ses qualités et ses défauts. Et c'est le défaut de l'être humain, c'est qu'il n'est pas capable de gérer le pouvoir. Il y a des très bons films à destination du tout public qui montrent ça, c'est Le Seigneur des Anneaux, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film, où le personnage est attiré par cet anneau. Mais alors, sous ce dessin un petit peu enfantin, c'est exactement l'effet que produit le pouvoir sur les êtres humains, et pas sur nos dirigeants. Donc le but n'est pas de couper des têtes, parce qu'il y aura autre chose qui se mettra là, puisque le système favorise aujourd'hui, non pas celui qui est le plus à même de diriger, mais celui qui est le plus à même de gagner l'élection. Et donc, il n'est pas fait pour diriger, il est fait pour gagner une élection. Et donc je vous invite, j'en ai parlé tout à l'heure, à vous intéresser au travail d'Étienne Chouard, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui fait le procès de l'élection de manière constructive, et qui dit bien que c'est à nous de reprendre ce pouvoir, d'être une somme de citoyens souverains, et pas une petite quantité de citoyens qu'on pousse vers le haut en espérant qu'ils vont nous représenter jusqu'au bout. Surtout pas. Et donc je profite de cette... Parce qu'il y a un exemple qui illustre ça en ce moment, c'est bien sûr ces listes citoyennes, et une liste citoyenne plus particulièrement qui est en Ile-de-France, qui s'appelle France Démocratie Directe. On l'a mis là, leurs affiches. Il faut dire, Lionel, qui est la tête de liste en Ile-de-France, devait être là. Pour l'instant, il n'est pas là, donc je ne sais pas s'il va venir, mais c'est pas très grave. C'est à cause de lui que je suis là, ou grâce à lui. Il voulait absolument monter des listes. Et il m'a dit, bon, t'es dans le 91, je te mets dans la boucle, etc. Et moi, initialement, j'avais simplement dit, je donne mon nom sur un CERFA pour voilà, s'il y a besoin, un nom pour compléter une liste. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé avec cette liste cantonale. Mais il se passe quelque chose de très amusant avec France Démocratie Directe. Ils n'ont pas de budget, ils n'ont pas les moyens. Donc je vous ai décrit tout à l'heure le système où il faut imprimer vos bulletins de vote, les livrer, etc. Si vous n'avez pas l'argent, les 100 000 € pour le faire, vous n'avez donc pas de bulletin de vote. Ou si vous n'avez pas eu le temps de réunir les 100 000 €, et ben vous pouvez vous retrouver avec les 7 millions de bulletins de vote, mais vous ne pouvez pas les distribuer puisque le routeur qui est mis au service par l'État est déjà parti avec les autres bulletins. Mais France Démocratie Directe ne repose pas sur Lionel Brault, sa tête de liste. France Démocratie Directe repose sur une multitude de gens, dont certains sont dans les listes, dont d'autres ne le sont pas, et qui participent.
Non pas en se disant on va faire élire Lionel Brault ou les têtes de liste des différents départements, mais simplement parce qu'ils comprennent que c'est un instrument comme un autre, comme quand on va manifester, comme quand on signe une pétition, comme quand on dit non à un sondage sur Internet. C'est un outil comme un autre. Et je vous avoue qu'il se passe vraiment des choses vraiment amusantes, parce que donc la liste n'avait pas livré les bulletins de vote à temps. Quand vous n'avez pas livré vos bulletins de vote à temps, ça veut dire que le jour de l'élection, vous venez au vote et la liste n'a pas ses bulletins sur la table. Alors, on peut demander à ces militants d'imprimer avec son imprimante sur un format A4 le bulletin qu'on va aller mettre dans l'enveloppe. Inutile de vous dire qu'il y aura 100 personnes qui vont le faire, et donc personne ne vote. Ils ont réussi à imprimer 2 500 000 bulletins, 35% des bulletins demandés. Ils ont récupéré ce stock de 2 500 000 bulletins dans un entrepôt en Île-de-France. Et comme il y a tout un maillage citoyen qui s'est créé, il y en a certains qui sont anciens, d'autres qui datent des Gilets jaunes, d'autres qui datent de la crise Covid, et notre rassemblement, vous le voyez bien, on est plein à se connaître, représente ce maillage de gens capables de se déplacer, de faire des choses qu'on ne faisait pas d'habitude. Et comme c'est un maillage amical et confidentiel, c'est un maillage qui n'est pas bien saisi par les pouvoirs politiques. Les rendez-vous ne sont pas donnés sur Facebook, ce sont des gens qui se connaissent. Donc, les 2 500 000 bulletins sont stockés dans un entrepôt en Île-de-France. Il y a des gens de tous les départements qui viennent. Il y a des gens qui préparent les cartons pour chaque canton. Les cartons sont étiquetés avec les bonnes inscriptions et ils sont... Par exemple, pour le 91, depuis ce matin 9h, nous avons livré tous les cantons. Donc, les gens dans le 91 retrouveront les bulletins de vote. Mais c'est pas à moi qu'il faut dire bravo, c'est cet investissement. Et ça, c'est profondément touchant parce que c'est profondément humain. Ce sont des gens qui se mettent en relation et qui se font confiance. Nous passons notre temps à être méprisés. Xavier en parlait tout à l'heure, vous parlez à un député, vous êtes méprisé. Je veux bien qu'on ne soit pas d'accord. Moi, je ne pousse pas tout le monde à suivre et à avoir les mêmes idées que moi. Je ne veux pas être méprisé et je m'efforce de ne pas mépriser les gens. Nous sommes méprisés en permanence, mais face à ça, vous savez ce qu'on dit, là où grandit le mal, grandit aussi ceux qui sauvent. Des gens se mettent en lien activement, sérieusement, avec intelligence, et ça, c'est un très 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 bon signe. C'est un très bon signe pour nous et c'est un très bon signe pour l'avenir. Donc, ceux qui ne connaissent pas France Démocratie Directe, tout à l'heure on aura le temps de discuter, d'échanger, etc. N'hésitez pas à vous mettre en lien. Par exemple, si vous vous baladez dans le 91, il commence à y avoir des affiches FDD un peu partout sur les panneaux officiels. Ce sont des gens, pareils, qui sont venus récupérer des affiches dans un garage, qui les ont pris, qui téléphonent en disant « j'ai collé tant d'affiches » et tout ça. Et ça marche. Dans les faits, ça marche. Donc l'effet colibri, dont on dit tout le temps « mais oui, ouais, d'accord, fais ta part, et puis en fait, il n'y aura rien », c'est faux. C'est simplement parce qu'on ne le fait jamais, cet effet colibri. Mais il est en train de se faire. Une liste régionale, c'est très compliqué à mettre en place. Il faut plus de 200 noms. C'est très cher. C'est, comme vous le voyez, inaccessible. Ça n'est pas fait pour vous. Et je ne vais pas m'éterniser, mais le département est organisé par canton. Donc ici, on est sur le canton de Palaiseau qui regroupe 3 communes. La commune de Palaiseau, d'Orsay et d'Igny. Donc, quand on a dû livrer les bulletins de vote, on les a livrés à Palaiseau, qui va se charger de les dispatcher dans les 2 autres communes, d'Igny et d'Orsay. On a également obtenu, il y a des cantons où c'est totalement différent. Le canton de Dourdan ou d'Étang, qui sont dans le sud, qui sont des zones beaucoup plus grandes, ont peut-être 30 communes. Donc nous, on a livré un canton et ça a été dispatché ça sera dispatché dans les 30 communes. Il y a certains départements qui n'ont pas accepté ça. Ça veut dire qu'il y a des listes là, des gens de FDD dans les autres départements qui doivent aller livrer toutes les communes. Mais le routeur, lui, la société, quand elle va livrer, elle ne livre pas toutes les communes, elle livre le canton. Mais le canton, comme il a déjà reçu le routeur, ça l'ennuie de recommencer la livraison. Alors il vous dit non. On a un canton qui a voulu nous le refuser sur le 91, et par chance, on avait eu un courrier de la préfecture qui allait dans notre sens, donc on a eu cette chance-là. Mais c'est tous ces petits détails qui vous montrent que rien n'est fait pour que ça soit facile. Rien n'est fait pour que quand vous n'avez pas de fric, vous puissiez participer. Donc le démos n'a aucun kratos, le démos n'a pas de pouvoir, parce que quand vous excluez les pauvres ou les revenus modestes du tableau, vous retirez, je ne veux pas donner de faux pourcentages, mais une majorité de la population. Et c'est pour ça que c'est intéressant de participer,
il ne faut pas, pour tous ceux qui se sont investis et qui vont s'investir, il ne faut pas se dire demain, eh ben, on aura fait 2%, on aura raté, on n'aura pas gagné l'élection. On n'aura pas gagné l'élection, mais on aura gagné en compétences, on aura gagné en expérience, on aura gagné en combativité, et on va avancer comme ça. Et donc, j'en termine là-dessus, pour la liste FDD, et donc je veux passer la parole à Marc et Anne-Marie, qui ont une liste au départemental sur un des cantons de Versailles, avec l'entête France Démocratie Directe. Voilà, donc ils sont comme nous. Je pense qu'ils ont eu un peu la même expérience que nous. Et voilà, je leur laisse la parole. Et merci à eux d'être là. Vous avez 2 micros? Il est grand. Sinon, vous l'enlevez. Oui, on l'enlève. On enlève Marc. Comme ça, là? Comme ça? Ok. Oui, j'ai pas l'habitude de parler dans un micro, c'est un début. Je pense que ça va être bien parce que Martin, il a dit les présidentielles. Je voudrais juste lui dire qu'aux prochaines présidentielles, Nathalie a dit que c'était une femme. Donc, c'est moi. C'est pas lui qui va y arriver parce qu'il faut y penser. Hein. Je voulais aussi faire le lien, pas avec les présidentielles, mais avec les agriculteurs qui sont venus tout à l'heure, parce que je suis ingénieure agronome. Et que j'ai eu l'occasion d'essayer de travailler sur la préservation du plateau de Saclay il y a longtemps, quand je travaillais à Versailles. Et que je voulais dire que j'y passe régulièrement, puisque je vais souvent en Bretagne, et que ça m'arrache le cœur vraiment de voir ces grues sur les meilleures terres agricoles d'Île-de-France. Tout simplement parce que pour moi, c'est un crime contre l'humanité. Pour faire des sols de la profondeur des sols du plateau de Saclay, qui sont des sols excellents sur une dizaine de mètres de profondeur, ce qui est exceptionnel, il faut à peu près 500 millions d'années. Donc quand on les détruit, on ne peut pas les récupérer, c'est impossible. Et c'est en ça que c'est un crime contre l'humanité. Donc c'est pour tout ça qu'on se bat en ce moment, parce que tout ça, ça fait des petits bouts. On se demande quel rapport avec des cantonales ici ou là. Mais en ce moment, dans notre société, il faut absolument se battre pour retrouver du bon sens, des choses simples, parce que c'est pas compliqué de comprendre qu'un sol, ça met des années, par exemple, à se faire, qu'à partir de la roche, on ne fait pas un sol comme ça. Mais pour tout ce qu'on fait en ce moment, on est dans la même situation d'absurdité, de non-sens et de violence aussi, parce que ce qu'on vit aujourd'hui, en tout cas depuis début 2020, c'est très violent pour la plupart des gens. Et heureusement qu'on a pu retrouver des liens, comme on retrouve ici dans ces groupes, des liens vraiment humains, des rencontres de cœur et d'esprit, parce que sans ça, on serait tous en train de craquer, quoi. On est un peu tous à bout de force de ce qu'on subit. Alors bon, nous on a une histoire avec Marc qui ressemble beaucoup à ce que Martin a dit au début. Je vais laisser un peu Marc présenter, je vais le laisser un peu parler parce que sinon évidemment je pourrais garder le micro longtemps. Et il faut remonter le micro, mais ça il sait faire. Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être là avec vous. Très heureux d'être là avec vous. Il se trouve que si je prends le micro à la main, c'est que c'est mon métier. Et on m'a confisqué mon métier. Moi, j'étais ingénieur du son, prestataire du plus gros, directeur technique du plus gros prestataire de services du monde du spectacle. Et ce spectacle était orchestré pour vous faire croire à la dystopie dans laquelle vous êtes plongé aujourd'hui. On vous a confisqué le spectacle parce que le spectacle, il est sous vos yeux, sous vos écrans. Et c'est exactement le problème. Le spectacle, le monde du spectacle, comme disait Guy Debord, c'est cette apparence que vous avez de voir les événements politiques se dérouler sous vos yeux, des mécanismes bien huilés pour vous faire imaginer qu'à un moment donné, votre libre arbitre a été l'opérateur des choix qui sont faits. Mais non. Redescendez de cette idée qu'on vous a bien ancrée dans la tête, c'est exactement le contraire. Le monde de la politique, c'est la mise en scène des gens qui font de la politique, qui sont les plus grands acteurs de la société. Ceux qui montent sur scène sont les plus mauvais, parce qu'ils n'ont rien à raconter. Ils vont organiser un discours pour vous faire croire à la dystopie énorme
que c'est vous qui décidez quelque chose qu'ils ont prévu à l'avance. Si Jacques Attali nous a dit que ce serait une femme qui serait présidente de la République, c'est que avec le groupe Bilderberg et la trilatérale, il l'organise à votre insu. Mais c'est déjà rédigé, et c'est pour ça que ça n'est pas un complot. C'est qu'en plus, ils ont l'outrecuidance de laisser traîner des documents sur Internet qui leur permettent de dire « Oui, mais ça n'est pas un complot, parce qu'on a prévenu, on vous a dit. » Mais ça n'est pas passé sur BFM TV, ni sur TF1. Ceux qui cherchent, trouvent. Faites donc partie de ceux qui cherchent. Nous avons tous, dans cette équipe, fait partie de ceux qui cherchent. Nous avons hurlé à la mort quand on avait compris qu'on nous avait soufflé dans le cul pour globalement nous mettre. Et quand on avait compris ça, on a pleuré, ça faisait mal, sauf qu'on a réagi. Et grâce à la rencontre que j'ai eu la chance de faire avec Anne-Marie, nous voilà présents dans une position potentiellement éligible. Je ne suis pas suffisamment politiquement correct pour être éligible, car je n'ai pas peur de dire que nous prenons le contre-pied de la dystopie spectaculaire du monde politique. Ce sont des gens qui vous mentent absolument tout le temps. L'objet, quand ils prennent la parole, c'est de vous rouler dans la farine, de prendre vos esprits, de manger votre attention et de vous faire croire à leur film. Ils sont là à vous donner des informations issues de la rubrique des chiens écrasés pour faire du séparatisme. Alors qu'en fait, vous, en tant qu'être humain, vous vous entendez très bien avec vos voisins qui ont d'autres cultures et d'autres couleurs de peau. Jamais vous n'avez ressenti ces choses-là. Et vous le voyez bien. Le discours est là pour vous, est anxiogène volontairement, il est là pour vous faire croire que les autres vous veulent du mal, parce que vous avez cette force en vous qui a été enterrée par le spectaculaire des spectacles qui a préparé à cette ignominie que nous vivons aujourd'hui, vous faire perdre les liens naturels que nous avons tous entre nous. C'est la clé. Dès lors que vous acceptez de reprendre cette clé, de la mettre dans la serrure et d'aller chanter ensemble, ne serait-ce que ça, ou même danser ensemble, vous réouvrez des portes qui sont fondatrices et qui définissent la puissance des collectivités. Les collectivités, c'est la mise en lien, rien d'autre. Bref, si je suis rentré dans cette équipe-là, c'est que j'ai senti immédiatement, en rencontrant et en travaillant avec ces gens-là, que précisément, ils avaient cette intelligence de faire vivre chaque étincelle que nous avons au cœur de chacun des individus que nous sommes. Et c'est ces étincelles qui construisent un feu de forêt qui peut ravager des gens qui, avec des machines, croient vous contrôler. Bravo! Bravo! Je reprends un petit peu, ça va comme ça? Oui. Pour dire, parce que c'était important pour Martin, que l'on puisse vous redire, nous aussi, que notre liste, on l'a montée en une journée. On ne se connaissait pas le jeudi matin 29 avril. Je ne connaissais pas Marc, il ne me connaissait pas, je ne connaissais pas ma suppléante, il ne la connaissait pas. Et suite à... On était sur le réseau, sur des réseaux communs, effectivement. Et suite à des appels à ce que les citoyens de base se lancent dans des élections, moi je me suis dit, oui, il faut peut-être y aller, il est temps. Alors pourquoi il est temps? Effectivement, je suis retraitée. Mais justement, parce que je suis retraitée, je pense que c'est à nous de prendre aussi la relève. Parce que les jeunes qui ont des enfants en bas âge, dans le contexte actuel, depuis 2 ans, ils sont extrêmement pris. Leur énergie, elle est bouffée par ce qui se passe dans les écoles, dans la vaccination, il faut qu'ils protègent leur famille. Et c'est leur priorité et c'est tout à fait la priorité qu'ils doivent avoir. Moi maintenant, j'ai du temps. Et donc, c'est à mon tour de prendre la relève d'autres gens parce que je peux prendre des risques, parce que je n'ai que moi à protéger. J'ai une famille, j'essaie de la protéger aussi bien sûr, mais il y a des relais de plus jeunes. Et donc, je pense qu'il y a... Voilà pourquoi je me suis dit, bon, j'y vais, j'ai mis mon nom sur le réseau.
Et j'ai vu qu'il y avait quelqu'un d'autre à Versailles. Je lui ai laissé un message privé sur le réseau. Il m'a appelé tout de suite, Marc. On s'est parlé quoi, un quart d'heure au téléphone? Une demi-heure. On a décidé qu'on dînait ensemble pour faire tous les papiers. On a imprimé les papiers dans la journée. Marc a trouvé ma suppléante, j'ai trouvé son suppléant. Et le soir même, tous nos papiers étaient prêts. Et Marc avait pris rendez-vous à la préfecture, comme a dit Martin, parce que tout ça, c'est des choses pas simples. Il faut réagir très vite. Et on a pu déposer nos candidatures à la préfecture à Versailles. Je peux vous dire que c'était un moment assez surréaliste, en tout cas pour moi, je pense pas pour moi, mais se retrouver d'un seul coup 3 jours plus tard sur des listes, alors que je n'avais pas pensé m'engager et que je connaissais personne, je me sentais très seule. Si j'avais été sur les réseaux de Réinfo Covid et autres, c'est pour essayer de trouver de l'énergie dans des gens qui aussi voulaient se battre. Et ça m'avait beaucoup aidé à tenir le coup parce que l'hiver a été quand même très dur. Ça faisait 1 an que je luttais contre ce qui se passait et que j'essayais de convaincre des gens que ça n'allait pas. Et je me sentais un peu en bout d'énergie. Et les élections ont relancé de nouveau en se disant, bon, on sera à Versailles, bon, on verra combien on va faire, mais au moins on aura parlé avec des gens comme vous, on aura rencontré d'autres personnes et on se sera ressourcé. Je relaisse la parole à Marc. Bravo. Merci Anne-Marie. Et effectivement, c'est une expérience complètement hors du commun que de s'obliger à retrouver la parole, c'est-à-dire s'adresser à vous tous. En faisant campagne, on se promène dans les rues avec des tracts et on distribue en essayant d'expliquer aux gens. Je fais exprès de ne pas le mettre trop près, sinon c'est agressif dans le radio. En essayant d'expliquer aux gens, voilà ce qui se passe. Essayez un tout petit peu de vous décoller de ce qu'on vous présente comme étant la réalité, mais qui en fait est une virtualité d'écran. Essayez de vous décoller de cette virtualité d'écran et parlez aux gens qui sont autour de vous. Et en parlant avec les gens, on se rend compte que finalement, pratiquement tous ont des idées qui convergent vers ce dont on est en train de parler, nous, ici. Sauf que la plupart d'entre eux n'osent même pas les énoncer. On n'ose pas croire que les gens qui nous dirigent nous veulent du mal. C'est insupportable. Or, une fois que vous l'avez admis, vous pouvez dormir correctement. Exactement. Merci beaucoup. Alors, on va terminer avec les prises de parole et puis on va partager un peu un moment convivial. On a Marilyn qui est là pour chanter, on a un de nos camarades, Benoît, qui va nous... Steel Drum, ça s'appelle? C'est ça. Juste pour conclure, on n'a rien à promettre aux gens. Par contre, nos candidatures et les différentes prises de parole que vous avez pu voir montrent, je pense, un certain sérieux. Et je crois que c'est une des premières qualités pour administrer quelque chose, pour être vigilant vers quelque chose, c'est le sérieux. Donc, quel que soit le résultat, je vous dis, on va continuer à faire ce qu'on fait tous. On va tous se retrouver au fil du chemin, qui n'est pas terminé, qui est encore long. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Et je voulais juste vous alerter sur des choses plus nationales. Mais vous avez vu qu'il y a un rapport sénatorial sur des possibilités de limiter vos comptes bancaires en cas de refus de quarantaine, sur des possibilités de bloquer vos titres de transport, etc. Bracelet électronique. Je pense qu'il va falloir ouvrir les yeux activement sur cette dérive totalitaire qui est en cours. Et si le local ne nous permet pas de l'empêcher, parce que c'est un rouleau compresseur qui est en cours, le local nous permet de l'affronter et de, comment dirais-je, naviguer dans ces eaux troubles. Voilà, il y a une question peut-être, madame, vous aviez une question? Allez-y. Venez si vous voulez. Allez-y. Excusez-moi, je suis... Pardon, mais juste ça va faire à l'arsène si vous êtes devant l'enceinte. Voilà. Je suis très ancienne palaisienne, post-adolescente avancée, et j'ai une question à vous poser concernant le développement du plateau, une question précise. J'ai connu la batterie de la Pointe, je ne sais pas si vous voyez, non. C'est une ancienne fortification qui a été construite au siècle dernier pour surveiller les accès militaires à Paris, notamment quand les Prussiens passaient. Donc c'est une batterie essentiellement d'observation, mais elle comprend des fossés, des souterrains. C'est un ensemble extrêmement séduisant actuellement. C'est si vrai qu'encore récemment, des jeunes sont venus y faire une surprise partie. Parce que bon,
on est à l'écart, on n'est pas dans Palaiseau, mais on domine tout, on est tranquille. La question que je pose, moi, c'est de savoir ce que vous envisagez. C'est peut-être pas décidé encore, mais vous le susurrez. Que faire de cette batterie de la Pointe? Moi, je pense que ça peut devenir un lieu formidable de rencontres, aussi bien sportives que culturelles. On peut y avoir des activités pour les enfants. Une grande partie est souterraine, mais il y a aussi d'immenses fossés. J'aime pas le terme de fossé, mais enfin, on peut y avoir beaucoup de choses. Il y a une passerelle. Actuellement, il n'y a rien. Si, elle est occupée de temps en temps. Il me semble que ce serait une bonne façon d'équilibrer ce qui est en train de se préparer sur le plateau. Seulement, il faudrait que vous vous y rendiez, que vous invitiez les Palaisiens qui connaissent la batterie ou qui veulent la connaître à s'y rendre avec vous, de façon à voir sur le terrain, sur place, ce qu'on peut envisager. Mais ce que je trouverais lamentable, c'est que cette batterie soit les fossés complètement bloqués. C'est en gros ce qui a été envisagé, alors que, compte tenu de notre jumelage avec Luna, on peut faire de ce lieu qui a été un lieu où on peut se préparer à se tirer dessus, on peut faire un lieu européen, un lieu de rencontre, de festivités, mais aussi un lieu où au quotidien, les gamins peuvent monter jouer. Si vous ne connaissez pas la batterie, je vous invite à aller la découvrir, vous serez surpris et certainement séduit. Merci beaucoup, madame. Merci pour cette question. Et je vous promets que si nous sommes élus, nous ferons ce que vous avez dit. Non, je plaisante. Non, c'est une plaisanterie. Non, alors, d'abord, j'avoue mon ignorance, je ne connais pas ce lieu. Il y a peut-être une chose qu'on n'a pas évoquée, je ne vais pas m'éterniser sur ça, mais sur notre candidature et sur des questions comme vous posez là, qui sont des questions spécifiques, mais justement, qui, comment dirais-je, qui concernent beaucoup de monde et qui peuvent concerner tout le monde. L'idée de notre candidature est justement de porter des voix comme les vôtres et de mettre en place, et là on n'est pas rentré dans le détail de ça, d'abord parce qu'on n'a pas eu le temps de le développer dans notre groupe, mais il existe des outils qu'on appelle des outils de sociocratie, des outils de démocratie opérationnelle, qui sont justement des moyens pour discuter de ce genre de questions localement, pour les faire remonter au sein d'une assemblée, au sein d'une municipalité, etc. Donc, en tout cas, ce qu'on s'efforcera de faire, en plus d'être les yeux et les oreilles des citoyens, parce que la réalité, c'est qu'il n'y a que 3 listes sans étiquette dans le département, donc jamais les listes sans étiquette ne prendront le pouvoir au sein du département. La réalité, c'est celle-ci. Mais par contre, de commencer à réimpliquer les citoyens dans la vie locale, c'est pas seulement de leur dire votez pour des listes citoyennes, mais c'est que les listes citoyennes élues se doivent de mettre en place des outils pratiques pour justement créer des concertations locales, impliquer les gens, etc. Donc c'est la seule chose que je peux vous dire, c'est que si par miracle nous étions élus, mais les miracles existent, si par miracle nous étions élus, c'est ce genre de procédé qu'on mettrait en place où vous auriez une voix, où chacun aurait une voix pour s'exprimer et pour mettre en avant ces sujets. Ce que je propose, c'est qu'on continue les discussions, comment dirais-je, entre nous, qu'on partage un moment d'échange là. Mais en tout cas, merci pour votre question qui justement illustre une question très spécifique et très locale. Voilà. Élu ou pas, quelle sera votre position? Les amis, je ne sais pas si vous m'entendez. Élu ou pas, quelle sera ma position? Je ne connais pas ce lieu. Voilà, je J'essaie de trouve que votre profiter idée de quelques blancs comme pour ça vous est parler. une bonne Si vous idée. m'entendez, dites-le moi. Donc je trouve ça pertinent. Mais je peux rien dire d'autre. Je vais pas vous dire oui, c'est formidable, on va le faire. Mais par contre, les gens qui sont là, tout le monde n'est pas du 91, tout le monde n'est pas de Palaiseau, mais les gens ont vocation à, comment dirais-je, s'intégrer localement et participer localement. Et donc, prenons ce temps d'échange, échangeons les contacts de gens qui ne se connaissent pas pour justement agrandir notre réseau, agrandir notre toile de citoyens. Voilà. Moment convivial, il y a des boissons, il y a des jus de fruits, etc. N'hésitez pas à manger, à boire. De la musique, et puis voilà, merci à tous d'être là, et puis le combat continue, et voilà, nous sommes le monde de demain, voilà. Merci les amis.